السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير الاخوان الاخوات، هذه رساله لكم جميع. كتعرفوا جميع انه غدا كاينه واحد الوقفه اللي نادت بها الجمعيات ديال سكاربيك، ماشي حنا اللي عيطنا لها، بيان سور بالتنسيق معنا. حضرنا في جميع الاجتماعات وفي جميع التحضيرات، وكاينين كل شيء لي كوليكتيف ديال لي سون بابي اخرين بحال لا كورديناسيون، بحال لي ميغرون ليبر، بحال لي زافغون اي تو سا. وبالتالي وكاينين حتى النقابات، يعني الجمعيات بزاف بزاف البلجيكيين كاينين. وبالتالي كندعيوكم كاملين وبقوه وبكثره انكم تجيو. كنعرفوا الحد انه لا غالبيه ديالنا ما كيخدمش، ماشي كلشي، ولكن لا بليبار ديالنا ما كيخدمش. وبالتالي بغينا نشوفوا نهار الحد هاد الوزن الحقيقي وهاد الغيره وهاد النخوه اللي في لي سون بابي يحضروا نهار الحد، نعطيو صوره اخرى في النهايه ديال السنويه السياسيه كما كيقولوا ليها. في انتظاركم نهار الحد مع الجوج في كاردي نور. جيو بكثره وبقوه وجيبوا معاكم لي بونكارت ديالكم، ندوزو تما ان شاء الله سويعه زوينه نطالبوا فيها بالحقوق ديالنا. راه حنا ونيمار ديال هذه الحاله هذه. Ce sujet, non seulement il en vaut la peine de donner autant d'attention, mais c'est un sujet qui est crucial, certainement pour notre pays. Notre pays a plusieurs milliers de personnes sans papier. Ce sont des sans-voix, des gens qui n'ont aucun droit légal dans notre pays. Et pourtant, ce sont des êtres humains. Bien entendu, c'est une solution qu'il faudra trouver. Plusieurs manifestations ont eu place depuis des décennies. La dernière fois qu'il y a eu une régularisation, bien sûr sous des conditions, c'était en 2009. Depuis, plus rien n'est fait de ce sens-là, à part ici et là des soutiens médicaux, comme des cartes médicales qui se font de temps en temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour cela, nous avons invité deux personnes, donc que nous allons présenter tout de suite. Madame Naïma Belkhatir, qui elle est une militante à titre personnel dans ce dossier qui est si lourd, et Monsieur Saïd Saad, qui lui est directement concerné, si je ne m'abuse, et lui il fait partie d'une des organisations, il est d'ailleurs même le porte-parole de la coalition des sans-papiers. Et donc il y a dans ce cas-ci deux organisations. Il y a une qui s'appelle la coalition des sans-papiers et l'autre qui s'appelle la coordination des sans-papiers. Alors pour cela, il y a M. Saïd Saad qui va tout à l'heure, au nom de son mouvement politique. Elle est conseillère communale, mais le but n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a même insisté. Je suis ici autant que à titre personnel. Alors Madame Naïma, salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir tout le monde. Je remercie Monsieur Rahali pour son invitation et pour avoir accepté de parler de cette cause ce soir. Vous, Naïma Belkhatir, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, comment vous avez, je dirais, pris contact avec ces deux organisations pour finalement être une des activistes ou une des militantes dans cette cause qui est bien sûr une cause très importante pour vous? Oui, je vais commencer par le début de l'organisation de cette mobilisation de dimanche. C'est Jawad Zizaoui, qui est président d'une ASBL à Skarbik, Kajojours, la jeunesse bruxelloise, qui avait fait les distributions de repas chauds pendant toute la période de pandémie et de confinement. Et donc, une fois que le confinement a été levé, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'est-ce qu'il pouvait continuer à faire pour aider justement les sans-papiers qui constituaient la majorité des bénéficiaires des colis alimentaires. Et donc, il m'a contacté, il m'a un peu expliqué l'objectif de sa démarche et il m'a demandé si je voulais
participer à cette aventure et donc j'ai accepté sans condition pour pouvoir aider également ces personnes sans papier de façon concrète et efficace. Parce que comme on dit, il faut pas leur donner à manger, il faut leur apprendre à pêcher. Et donc on a réfléchi et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement leur apprendre à pêcher, c'est-à-dire leur donner la possibilité de travailler de façon légale, de pouvoir vivre de façon officielle, pouvoir se soigner. Et donc c'est comme ça qu'a commencé cette aventure de préparation, d'organisation pour la mobilisation de dimanche. Et donc, enfin, dans cette association, si vous pouvez éventuellement me rappeler le nom de cette association de Monsieur Zezaoui. Oui, l'association s'appelle la Jeunesse Scarbécoise. Elle est située à Scarbeck, à la place Eugène Verboeckhoven, alias la Cage aux ours. C'est une ASBL qui est implantée dans le quartier et qui organise des activités spécialement pour les jeunes, mais pas seulement. Donc, excusez-moi, donc on va essayer de faire entrer Monsieur Saïd. Voilà, Monsieur Saïd. Voilà, maintenant je vous vois. Ben, enfin, bonsoir, Monsieur Saïd. Bonsoir. Bonjour Hassan. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Excusez-moi, on va juste régler un souci. Restez en ligne. Alors, voilà, donc, chers amis, Monsieur Saïd, avant tout, donc, si je ne m'abuse, vous êtes le représentant de cette coalition des sans-papiers, c'est comme ça que vous l'avez nommé. Quelle est la différence entre cette plateforme de coalition des sans-papiers et l'autre plateforme qui est la coordination des sans-papiers? Et apparemment, vous collaborez ensemble. Oui, bien sûr, il y a tas de différences, mais justement, il y a quelques différences, on peut dire, sur les visions politiques et aussi dans les stratégies de lutte et aussi de manière sur les revendications. Alors après, il y a des points communs où on se retrouve ensemble sur des points communs qui nous rassemblent, comme le rassemblement de dimanche. On aura ensemble et voilà. Mais il y a un travail qui se fasse ensemble, commun parfois. Il y a d'autres il y a des réflexions qui sont pas les mêmes. Et c'est ça. D'accord. Quelles sont justement ces différences? Si on prend par exemple la coalition des sans-papiers, quels sont ces combats au niveau juridique par exemple? Alors la coalition, elle était venue vraiment dans cette période. L'annonce ou la naissance de cette coalition, elle était dans la période de coronavirus, dans la période de ce Covid-là. Il y avait 3-4 différentes organisations ou groupes collectifs des sans-papiers, collectif des Brésiliens, collectif des travailleurs et travailleuses sans-papiers, la Maison des migrants et aussi collectif des sans-papiers de Bruxelles. Tout simplement après une série de mobilisations pour exiger la régularisation aujourd'hui dans le Covid, il y avait la réflexion de créer une coalition qui va faire le suivi à ce dossier-là. Ce dossier, il a deux actes. Le premier acte, c'est de suivre la nouvelle ou la proposition de loi qui était proposée par les trois partis politiques. On sait bien que le PS, Écolo et CDH. Et aussi le suivi de stratégie du lutte. Aussi, il y a la coalition qui fait maintenant le suivi de rencontres pour les autorités locaux pour une signature de mention sur la régularisation. Et bien sûr, ça, je m'adresse à les bourgmestres. On a fait pas mal des actions devant les communes pour avoir une négociation ou un dialogue avec les bourgmestres pour les convaincre pour qu'ils signent la mention pour la régularisation. Tout ça, ouais. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, tout ça, c'était vraiment dans cette période. Alors, on a un cadre de la coalition qui va vraiment servir à cette période. Pour la coordination, c'est un cadre où ça fait des années
elle est là, bien sûr un cadre qui regroupe bien sûr des différentes nationalités aussi, et bien sûr les revendications un peu, nous aujourd'hui on exige une régularisation aujourd'hui sans critères, sans rien, ou on veut que la proposition de loi passe. Pour la coordination, c'est une régularisation à 200 papiers, bien sûr, qui demande, ça fait longtemps. Et c'est ça. Alors, il n'y a pas vraiment une grande différence. On est les mêmes, sauf que parfois, le fonctionnement, ça fonctionne parfois comme ça. Alors, il y a des groupes où ils fonctionnent au niveau de communautaire, par exemple les Marocains, tu as les Afghans, tu as les Sénégalais, il y a les Congolais, etc. Et là, voilà, parfois il y a des fonctionnements comme ça. Alors pour la coordination, c'est clair, la coordination. Ouais. Je dirais la coopération ou je dirais ce travail ensemble, ce partenariat. Est-ce qu'il y a un réel partenariat? Parce que nous avons vu plusieurs sit-ins, plusieurs manifestations de sans-papiers ces derniers mois, surtout pendant le déconfinement progressif. Mais nous voyons à chaque fois des petits groupes par-ci par-là. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire une seule grande manifestation et une seule grande plateforme où l'action serait beaucoup plus forte, on va beaucoup plus vous entendre? Parce que là, on a l'impression que vous êtes éparpillés. Bon, parfois il faut pas voir vraiment ces choses, par exemple, des actions qui sont un groupe là, un groupe là, un groupe là. Ça, ce qu'on aimerait bien vraiment dans la stratégie. Il faut que ces groupes-là, chaque groupe réagit et en même temps en temps, on se retrouve dans des actions nationales. Et toujours la coordination, quand il fait un appel national à des manifestations nationales, on se retrouve tous ensemble. Comme aujourd'hui, la coalition avec la société civile, avec des citoyens de Schaerbeek, Molenbeek, qui font un appel à cet rassemblement, alors elle est ouverte pour tout le monde. On voit même la coordination qui participe, on voit la coalition qui participe, et aussi à côté de nos soutiens. C'est ça, il y a des moments où on collabore ensemble parce que ça nous intéresse ensemble, c'est l'objectif de l'ensemble, et parfois il y a des luttes qui sont, par exemple, je te donne un exemple, quand le groupe Mobilisation 2009 il sort seul, par exemple, comme un groupe, alors il défend ses revendications. Ces revendications de ce groupe-là, ce sont basées sur tout ce qui est juridique, parce que ce sont des personnes victimes de la régularisation de 2009. Alors, ils étaient en 2009, ils ont déposé leur dossier, ils étaient refusés. Jusqu'à aujourd'hui, ces camarades, ils font le suivi à leur dossier. Alors, ils revendiquent qu'il faut vraiment avoir leur dossier de 2009. Et là, c'est légitime pour nous. Très bien. Alors, pour nous, d'accord, ouais. Je reviens vers vous, Inch'Allah, tout à l'heure, c'est Saïd. Nous avons compris la différence entre les deux plateformes. Donc, chacune a d'abord une certaine façon de travailler, et surtout que chacune a ses priorités. D'accord? Il y a une qui est axée sur la régularisation des sans-papiers sans condition d'une manière globale, et l'autre c'est cas par cas. C'est ça ce que vous m'avez dit dans cette explication. Ouais, plus ou moins, mais voilà, j'ai donné un exemple. Par exemple, le groupe 2009, quand il sort sur son dossier, sur tout ce qui est juridique pour les dossiers de 2009. Et quand on se retrouve dans des manifestations nationales, tous ensemble, parce qu'il y a le grand slogan, c'est régularisation à tous les sans-papiers, comme le... Très bien. Très bien. Madame Naïma. Madame Naïma Belkhatir. Alors, oui, cette situation de sans-papiers, ça fait depuis très longtemps qu'il y a une première régularisation en 99, et puis une deuxième, sous bien sûr des conditions, en 2009, et maintenant, donc c'est 10 ans, 11 ans plus tard, la situation s'est finalement aggravée. Nous connaissons, moi-même je connais des gens qui sont là depuis 20 ans, et ils ont des enfants qui sont nés ici. Comment vous voyez cette situation évoluer?
On reste confiant, parce que sinon on ne ferait pas autant d'actions. J'espère que cela va évoluer positivement, le gouvernement va réaliser en fait l'importance de cette demande. Le gouvernement doit savoir que ces personnes qui demandent la régularisation la demandent non pas pour être des assistés, mais pour participer à la citoyenneté, participer à la vie sociale et économique du pays. D'accord. Mais effectivement, est-ce que selon vous, vous comme citoyenne d'abord, est-ce que selon vous, ces groupes de personnes, papier ou pas, contribuent à la société? Oui, ils contribuent évidemment, je veux dire, de façon officieuse, parce que le problème effectivement de ces personnes qui sont sans papier, on ne va pas se voiler la face, ce sont des personnes qui travaillent en noir, dans le secteur parallèle économique, parce qu'ils doivent bien survivre. Justement, et donc ils travaillent en noir, ils n'ont pas de protection sociale, ils ne payent pas d'impôts. Est-ce qu'on pourrait dire que heureusement qu'il y a qu'ils travaillent en noir et qu'il y a certaines personnes qui, entre guillemets, prennent le risque de les engager pour pouvoir survivre? Mais écoutez, je ne peux pas dire heureusement parce que je vous avoue que c'est plutôt un obstacle de devoir travailler en noir parce qu'ils deviennent à la merci des patrons qui les emploient. Donc ce sont des personnes qui peuvent travailler pendant des mois et puis à la dernière minute le patron leur dit moi je te connais pas, je te dois rien. Quel recours voulez-vous que cette personne sans papier puisse avoir? Impossible. Et donc non, je veux dire, oui, quelque part ça leur permet de survivre, mais ils ne veulent pas survivre, ils veulent vivre de façon officielle, avec toute la protection auquel ils ont droit en tant... D'accord, mais voilà, donc il est d'un côté, bon, je vais encore une fois peut-être le répéter, oui, c'est vrai que bon, logiquement, il ne devrait pas y avoir de travail en noir. D'accord? Mais il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas que nous soyons hypocrites avec nous-mêmes. D'un côté, heureusement qu'il y a des gens qui emploient ces personnes-là. C'est vrai que dans beaucoup de cas, ils sont exploités. Et c'est la raison pour laquelle il est principal que l'État doit prendre ses responsabilités, trouver une solution à ces gens-là pour qu'ils puissent travailler de manière officielle. Et là, ils vont aussi pouvoir travailler de manière officielle, non? Vous avez tout à fait compris, c'est exactement ça. C'est de pouvoir travailler officiellement et de pouvoir contribuer économiquement, parce que voilà, une personne qui travaille est une personne active économiquement, et donc ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Parce que souvent j'entends ou je peux lire que certaines personnes ont des réticences parce qu'ils se disent oui, ils vont profiter de nous, ils vont profiter du système, ils vont être à notre charge. Eh bien non, pas forcément, parce que ce sont des personnes qui vont apporter quelque chose économiquement à la Belgique, et donc ils veulent pas. Est-ce que vous ne pensez pas, Madame, depuis 11 ans, le gouvernement, il y en a eu plusieurs, hein, aujourd'hui, il fait la sourde oreille. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme ça? Mais pas tellement, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de... qu'il n'y a aucune solution pour Je vous explique. Non, je vous explique. Moi, je parle de maintenant. Vous êtes, autant que citoyenne, militante, je vous pose une question. Comment vous voyez justement l'attitude du gouvernement? Je pense que c'est vrai que 11 ans c'est très long, parce que depuis 11 ans il y a des personnes qui sont toujours en attente, des personnes qui sont en stand-by, et c'est vrai que 11 ans d'attente sans aucune avancée dans ce niveau-là, c'est énorme, évidemment. Effectivement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, actuellement, il y a une grande mobilisation, que ce soit au niveau citoyen, que ce soit au niveau des ASBL, mais également au niveau des politiques. Et donc, je pense que ça va commencer à faire bouger les choses et mettre un peu de pression sur le gouvernement, justement pour pouvoir accorder cette